Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. La sexualité est supposée être source de plaisir, d'épanouissement et générer des tonnes d'ocytocine dans notre corps, la fameuse hormone de l'amour. Pourtant, pour certaines femmes, les rapports sexuels sont synonymes de douleur. On parle alors dans le langage médical de dyspareunie. Les douleurs peuvent être superficielles à l'entrée du vagin ou profondes à l'intérieur du vagin. Et c'est un véritable cercle vicieux. Car par crainte de la douleur, la femme va alors involontairement et par réflexe contracter ses muscles vaginaux. Cette appréhension de la douleur peut même éteindre tout désir sexuel ou encore réduire la lubrification vaginale. Du coup, l'inconfort et la douleur sont amplifiés lors de l'acte sexuel. Cette souffrance lors des rapports sexuels peut s'expliquer par différentes causes. Ça peut être une infection, une inflammation, des allergies, des varices, de l'endométriose, un dérèglement hormonal, une blessure vaginale, une sécheresse vaginale, un traumatisme antérieur, du vaginisme ou encore plein d'autres causes. Dans tous les cas, les douleurs sexuelles ne sont pas normales. Elles doivent être prises en charge afin qu'une solution puisse être apportée. Selma a souffert pendant 3 longues années lors de ses rapports sexuels qui, de fait, se faisaient de plus en plus rares. Puis, enfin, le bon diagnostic a été posé. Elle souffrait en réalité de vulvovaginite qu'elle a pu soigner avec un traitement adapté. Mais les conséquences psychologiques d'une vie sexuelle démarrée dans la douleur sont malheureusement très longues à guérir. Selma a accepté de me raconter son histoire. L'exercice est particulièrement difficile car il touche à l'intimité par excellence. Pourtant, il est essentiel que nous parlions entre femmes de notre sexualité. C'est un sujet encore trop tabou que l'on garde pour soi et sur lequel finalement on s'entraide assez peu. Alors, merci infiniment Selma de participer à la libération de la parole sur la sexualité féminine. Et si toi aussi tu veux y participer, partage cet épisode autour de toi, à tes sœurs, à tes amis, à ta mère, à tes collègues. Bonne écoute! Bonjour Selma. Bonjour Floriane. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Selma, j'ai 32 ans et je suis la maman d'un petit garçon de 17 mois. Très mignon. Alors, aujourd'hui, t'es mon invitée pour parler d'un sujet hyper intime et personnel. Donc déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'en parler, parce que c'est pas évident d'en parler déjà à ses proches, c'est pas évident, mais en plus, savoir que ça va être diffusé et que ça va arriver dans les oreilles de beaucoup de personnes inconnues, c'est encore moins évident, je pense. Donc merci beaucoup, mais je pense que c'est très important justement d'en parler parce que c'est difficile, donc on en parle peu et c'est un cercle vicieux que tu brises aujourd'hui. Donc merci beaucoup déjà d'avoir accepté cette invitation. Bah écoute, ça me fait plaisir et effectivement je trouve ça intéressant et important d'en parler parce que c'est un sujet assez peu abordé, assez tabou. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont face à cette situation et qui se sentent très seules. Donc je trouve que c'est important d'en parler. Ouais, chouette. Alors donc on va parler des douleurs sexuelles, des douleurs lors des rapports sexuels. Alors je précise que toi t'es hétérosexuel, donc on va principalement exclusivement même aborder du coup les rapports hétérosexuels. Mais j'imagine, je n'en sais rien, ce n'est qu'une supposition, que ça peut concerner aussi des rapports homosexuels entre partenaires du même sexe. Donc est-ce que tu peux me raconter, toi, un peu le début de ta sexualité, comment ça s'est passé, et est-ce que c'était une sexualité épanouissante ? Alors, en fait, donc ça commence l'été de mes 18 ans.
Donc quand j'avais 17 ans et demi, je tombe amoureuse d'un garçon, c'est le premier amour. Et comme on est mignon et fleur bleue à cette époque-là, on décide d'attendre 3 mois et donc que j'ai 18 ans pour le faire pour la première fois. Lui était pas vierge, mais moi je l'étais, donc c'était important. Donc on fait les choses dans le règle, on fait les tests, même si j'étais vierge, j'ai joué le jeu, j'ai fait tous les tests avec lui et j'ai pris la pilule. Et donc on a commencé à avoir une sexualité après le bac. Donc c'était en fin juin, et ça se passait bien. Sincèrement, les premiers rapports, ils ont été je découvrais, donc c'était chouette, quoi. C'était l'été, j'étais amoureuse, il faisait chaud, il faisait beau. Franchement, les 3 premières semaines, c'était super. Plus, quoi. Voilà. Après, je suis partie en vacances pendant presque un mois avec ma mère, et donc on s'est pas vu pendant cette période-là. Et c'est au retour des vacances, quand donc on s'est retrouvés, j'ai eu mal pour la première fois. Mais c'était pas une grosse douleur, c'était petit, donc je m'affole pas sur le coup. Et t'avais mal du coup lors de la pénétration? Oui, c'est ça, c'est quand en fait oui, je me rappelle un peu, enfin c'est vieux, hein. On parle de l'été 2008, donc ça commence à faire. Mais donc oui, c'est une petite douleur quand il me pénètre, et mais c'est pas énorme, c'est-à-dire que c'est juste je me dis bon, je dois être un peu stressée parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, enfin comme je commence ma vie sexuelle, je connais pas bien encore mon corps, donc c'est pas suffisamment énorme pour que ce soit alarmant, en fait. D'accord. Ça t'empêche pas en fait d'initier le rapport et de continuer et tu vois, t'as pas une appréhension en fait au moment de commencer, quoi. Non, pas en tout cas dans les premiers temps où j'ai commencé à avoir mal. Et en fait, ça s'est progressivement installé, la douleur, au point où en fait elle a commencé à devenir de plus en plus importante. Et là, c'est là que j'ai commencé à me dire bah tiens, c'est quand même bizarre, parce qu'en fait j'ai mal tout le temps, et j'ai mal de plus en plus. Et donc là, je me suis dit bon, peut-être que c'est pas normal. Et tu t'avais mal du coup, pardon, mais pour situer, c'est Oui. à l'intérieur du coup du vagin. C'est pas genre la zone à l'extérieur. Non, c'était au moment de la pénétration, c'est-à-dire c'est à l'entrée en fait, surtout. C'était à l'entrée que ça me faisait mal. Et tu lui en as parlé à ton copain de l'époque? Oui, bah bien sûr, lui je lui en avais parlé, et mais il savait pas plus que moi. Enfin, pour lui, il pensait que j'étais juste stressée en fait. D'accord. Et j'en avais parlé à une copine qui elle m'avait dit que c'était peut-être tout simplement de la sécheresse vaginale. Donc elle m'avait conseillé d'acheter du lubrifiant. Donc on avait essayé, sauf que c'était pire. En fait, j'avais l'impression de faire une réaction allergique au lubrifiant, quelle que soit la marque que j'utilisais. L'impression que ça a gonflé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'était vraiment pire, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que progressivement, je me suis dit bon, faut peut-être que j'en parle à quelqu'un, quoi, un professionnel. Je me rappelle, je m'en avais parlé avec ma mère à l'époque, qui m'avait dit que c'était pas normal d'avoir mal, parce que j'en étais à ce point-là, c'est-à-dire que je savais vraiment pas, en fait, j'étais pas éduquée à ce niveau-là, en fait. Pour moi, je pensais que c'était juste psychologique. Ouais, d'accord. Voilà, mais comme c'était vraiment de plus en plus douloureux, et que même ma mère me disait que c'était pas normal, du coup je me suis dit je suis allée voir ma gynécologue qui m'avait prescrit ma pilule, et elle en fait ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle pensait que c'était une mycose. Donc elle m'a prescrit une ovule. Et juste, c'est au bout de combien de temps que t'es allée voir ta gynécologue? Je dirais ça fait au bout d'un mois et demi, 2 mois où j'avais mal. D'accord, donc t'as quand même réagi assez rapidement. Oui, bah ça devenait compliqué, hein. Disons que le couple, si tu peux pas avoir des rapports sexuels épanouis, et comme c'était une douleur qui s'installait, oui, quand même je m'étais dit qu'il fallait pas que je laisse trop traîner, quoi. Surtout si ça pouvait se régler médicalement. Donc du coup, elle me prescrit l'ovule que j'utilise, et j'ai l'impression sur le coup qu'il y a une amélioration, mais au bout de quelques jours, c'est reparti.
Donc donc je retourne la voir, elle me represcrit un ovule. Entre-temps, enfin en fait c'est là où ça a commencé à devenir un peu délirant parce que je sais pas, j'ai dû mettre une vingtaine d'ovules en moins d'1 an parce qu'en fait la seule réponse que j'avais par les professionnels de santé, c'était ça, c'était que c'était sûrement une mycose. Donc, mais t'as fait des tests pour savoir si c'était une mycose? Eh ben non. C'était justement ça le truc, c'est que en fait ma gynécologue me faisait des frottis en me disant que s'il y avait un problème, ça se verrait au frottis. Sauf que le frottis, il vérifiait pas ça, il vérifiait juste les histoires de papillomavirus et les choses comme ça. Donc ça se voyait pas. Et puis après j'étais allée voir ma généraliste qui m'avait aussi prescrit des ovules. Bref, au fur et à mesure, en fait, en gros, non, quel que soit le professionnel de santé que j'ai pu croiser pendant presque 3 ans. Avant que ça aille mieux, m'ont prescrit d'analyse, quoi. D'accord, donc en fait, la solution qu'on te proposait systématiquement, peu importe plusieurs gynécos, médecins traitants, c'était on va mettre un ovule parce que c'est certainement une mycose, point barre. Et toi, tu t'entêtais à leur dire, mais j'ai déjà testé 1000 fois en fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, je continue à aller voir cette gynécologue-là, et puis au bout de peut-être 8 mois où il y avait aucun progrès, et en fait c'était arrivé à un niveau, au bout de 8-9 mois de douleur, où j'avais tellement mal que c'était comme si bon, c'est assez fort ce que je vais dire, mais c'est vraiment ça. C'est comme si j'avais un couteau qui me pénétrait. C'était plus possible. Là, il y avait plus de rapport sexuel. C'était un viol. Sincèrement, c'était impossible, quoi. Mais pour en arriver là, ça veut dire que tu continuais quand même à essayer ou alors à accéder aux demandes de ton partenaire. Enfin, comment t'arrivais psychologiquement si t'avais si mal que ça et en plus si t'avais de plus en plus mal et que lui savait et que vous en parliez? Comment tu arrivais à te dire je vais quand même essayer, je vais quand même y retourner? Enfin, tu vois, à force, à terme, on n'avait plus de rapport sexuel en fait. C'est-à-dire que effectivement, au début, je me forçais, et puis en fait, lorsque c'était arrivé à ce stade-là, non, c'était plus possible. On faisait beaucoup de choses, mais il y avait plus de pénétration. Voilà. D'accord, donc vous aviez quand même une sexualité, mais en dehors de la pénétration. Voilà, après c'est vrai. Mais quand on est un couple hétéro, s'il y a pas de pénétration avec un garçon, c'est disons que à terme, au bout d'1 an d'histoire d'amour, c'était très très frustrant, des deux côtés, mais pour lui c'était une grosse souffrance, quoi. Surtout qu'en plus il comprenait pas ce qui se passait et en fait il était, je pense, persuadé que c'était dans ma tête, quoi, le problème. Donc c'était assez difficile. Et est-ce que tu arrivais toi aussi à penser que c'était dans ta tête? En fait, oui, à terme, j'y ai cru parce que alors c'est là où du coup j'ai décidé de changer de gynécologue, mais j'ai du coup une errance gynécologique pendant un long moment avant de trouver quelqu'un qui était bien, parce que cette gynécologue là, quand je lui ai dit écoutez, c'est plus possible là, j'ai vraiment trop mal, je peux plus avoir de rapports sexuels et qu'est-ce qui se passe, quoi? Et elle m'avait dit écoutez mademoiselle, je pense que le problème c'est familial. Et alors je tique, je bug vraiment, familial. Et je lui dis mais comment ça familial? Et là elle me sort parce que alors donc je m'appelle donc Selma, j'ai une gueule d'arabe là, qui va avec, et elle me sort c'est sans aucun doute sûrement le poids de la religion. Ah d'accord. Voilà. Et là je bug parce que moi familialement la religion ça n'y est pas, quoi. Je suis d'une famille marxiste, donc non, religion non, c'est pas un problème, quoi. Mais donc j'ai été assez outrée, mais en même temps elle m'a quand même mis dans la tête l'idée que c'était donc psychologique. Ouais, que ça pouvait venir d'un blocage psychologique, quoi. C'est ça, et que donc même si je considère qu'elle m'avait dit une grosse ânerie avec ça au point que je voulais plus aller la voir, ça a quand même fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit oui, effectivement, je sais pas ce qui t'arrive, mais
mais je sais pas, t'es trop stressé et en fait comme ça faisait un moment que j'avais mal et qu'en plus la période où j'avais pas eu mal n'avait pas duré longtemps, ouais, c'est ça. j'ai occulté cette période-là en fait. J'avais oublié qu'il y a eu une période courte de 3 semaines, mais quand même, où j'ai pas eu du tout mal. Et pour moi, c'est comme si, en fait, dès la première pénétration, j'avais eu mal. Donc, je m'étais dit, c'est pas normal. Donc pour toi, en fait, pénétration voulait dire douleur, nécessairement, quoi. Oui, mais même, en fait, même le sexe de manière générale, même sans pénétration, tout, c'était un fardeau, en fait. C'était, je prenais aucun plaisir, j'avais plus de libido du tout, parce que même un doigt me faisait mal, en fait. Donc, c'était vraiment, c'était un supplice, quoi. Ouais, donc j'imagine que tu devais en plus, du coup, être complètement tendu dès qu'il y avait un rapport qui commençait en te disant « Oh non, le calvaire, ça va être horrible ». Et même si, je sais pas, il approchait sa main ou sa bouche de cette zone-là, te dire « Attends, est-ce que il va pas déraper, que ça va pas me faire mal ?» En fait, et cette tension-là, elle est complètement incompatible avec toute forme de plaisir, quoi. C'est ça. Et en plus, il y avait une sorte de pression. C'est débile, mais comme si j'étais obligée d'avoir un devoir conjugal, tu vois. Et ça rajoutait du stress en plus. Le fait de pas remplir ce devoir conjugal, me stresse encore plus. Donc c'était de pire en pire. Donc quoi. tu te forçais ? Je pense qu'effectivement, à avoir des rapports sexuels. Ouais. Ça m'arrivait, oui, ça m'arrivait. Oui, non, mais c'est une période où clairement je me respectais pas. Mais parce que je pense que j'étais pas assez éduquée sexuellement sur cette question et que en plus j'étais dans la culpabilité. Mais c'est difficile en même temps. Là, on parle d'une période où tu as 18-19 ans, tu découvres ta sexualité, tu découvres ce que c'est aussi qu'être un couple. C'est un peu un truc mythique, tu vois. Oui. On joue aux grands, on joue aux adultes, on a une vie sexuelle, c'est un truc de grand. Et en fait, c'est pas censé être le moment où tu as des difficultés en termes sexuels. Et je sais pas, on est les générations qui ont grandi dans les années 90 et je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Franchement, je sais pas quel est l'état d'esprit des nouvelles générations, mais je comprends. On avait ce truc quand on était jeune de je vais satisfaire mon partenaire et du coup je serai une super copine. Et puis de toute façon, si je le satisfais pas sexuellement, il va partir avec une autre parce que c'est un peu ça quand même mon rôle en tant que sa petite amie, enfin un de mes rôles principaux. Et en fait, moi, mon plaisir et ce que j'en ai à en dire, tant pis quoi. Enfin, et c'est un point sur lequel je pense on est nombreuses à avoir évolué parce que maintenant on a quasiment le même âge, toi et moi Selma, et du coup on a un peu ouvert les yeux sur non en fait, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe, la sexualité, ça se passe à deux avec consentement, mais il y avait un peu ce truc de le plaisir de l'homme est au centre en fait de la sexualité, c'est le plus important et je dois me dévouer corps et âme à ce plaisir-là, peu importe si moi à la fin j'ai pas pris beaucoup de plaisir, je vois tellement la satisfaction dans ses yeux à lui que ça me suffit quoi. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que tout était autour de la satisfaction de son plaisir, comme en plus je ne pouvais pas satisfaire par le biais de la pénétration. Donc j'essayais de tout faire pour le satisfaire. C'était vraiment un gros fardeau quoi. Parce que au final rien n'allait puisque lui ce qu'il voulait c'était me pénétrer. Voilà, sauf que c'était pas possible. Et c'est hyper intime et perso ce que je te demande, mais du coup est-ce que vous avez envisagé la pénétration anale ? Alors il voulait. Mais moi, clairement, j'étais pas prête psychologiquement, et ça a été un non. Ça, j'ai jamais cédé. Et ça, t'as réussi du coup à imposer là ton non-consentement. Ouais. Mais là, c'était aussi une grosse culpabilité. Là, il y avait une grosse pression de son côté par rapport à ça. Mais il était en plus, concrètement, il était un peu con. D'accord. Mais bon, mais c'est un premier amour. Voilà, on avait 18 ans, quoi. Et donc lui, il réagissait comment d'après ce que tu me dis? En gros, au début, il était un peu dans la compréhension, puis au bout d'un moment, il était dans la lassitude. Dans la frustration.
je pense qu'il comprenait pas ce qui m'arrivait et quelque part, comme on était tous les deux persuadés que c'était juste psychologique, il l'acceptait pas. En fait, il comprenait, enfin, c'était injuste. Et donc, ouais, je pense qu'il participait à la culpabilité que je ressentais. Ouais, il te disait pas, t'inquiète pas ma chérie, on attendra le temps qu'il faudra, on aura une intimité autrement. Bah, si, il le disait aussi, mais au final, ça pesait sur notre couple, quoi. C'était un peu Ouais. une épée de Damoclès, quoi. Et tu m'as dit qu'au début, t'en avais parlé du coup à une amie et à ta mère. Est-ce que par la suite, t'as continué à en parler, t'as réussi à justement être ouverte là-dessus? Non, non, à l'époque, j'en parlais pas du tout. En plus, même parfois, j'ai le souvenir où je me disais, mais ça se trouve, tout le monde a mal. Et tout le monde accepte. Et je me disais ça, et parfois j'entendais des conversations où les femmes disaient à quel point c'était cool le sexe. Je me disais, mais enfin, dans quel monde je vis en fait? Qu'est-ce qui est... comment ça se fait que moi non? C'est donc non, à partir de ce moment-là, j'en parlais pas du tout en fait. Enfin, à part ma mère, je crois que même ma sœur était pas vraiment au courant. Ouais, donc en fait, tu savais pas si toutes les femmes avaient mal et qu'elles faisaient comme si en fait c'était hyper épanouissant, ou si toutes les femmes avaient une sexualité épanouissante et que le problème c'était toi. C'est ça, mais en plus, pour ma part, c'est pas un sujet tabou. Donc, enfin, en tout cas aujourd'hui, mais c'est pas un sujet non plus que t'abordes facilement avec les gens, quoi. C'est pas un truc que tu vas dire à une soirée en buvant un verre. Ah, sinon, nana, vous savez que moi, c'est comme un couteau qui me rentre dans le vagin. C'est pas un truc qu'on dit. Enfin, ça dépend de combien de verres tu as bu. Ça peut sortir tout seul. C'est s'il y a eu le nombre de verres suffisant. C'est vrai. Enfin, en tout cas, à l'époque, quand j'avais 18 ans, c'était pas un sujet qu'on abordait de façon hyper naturelle avec mes proches, mes amis, quoi. Donc c'est vrai que ouais, non, j'en parlais pas. À l'époque, j'en parlais pas. Et ça prenait quelle place, toi, dans ta vie? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu pensais souvent? Ah, c'était quand on est arrivé au stade où on n'avait plus de rapport sexuel parce que, enfin, de rapport sexuel, je veux dire, de pénétration, parce que c'était trop douloureux. Là, ça prenait toute la place. Là, clairement, en fait, il y avait rien d'autre comme problème que ça. Enfin, ça pesait sur mon couple, ça pesait sur mon corps, enfin, oui, non, ça prenait vraiment beaucoup de place, ouais. Est-ce que ça a affecté aussi ta confiance en toi? Oui, sûrement. Oui, ça a dû pas mal jouer, ouais. Ouais, ouais. C'est surtout que enfin, on y reviendra après, mais ça a surtout joué sur la construction du regard que j'ai sur mon corps aujourd'hui, du regard que j'ai sur moi en tant que femme, en tant que objet de désir. Enfin, ça a participé à ma construction, à mon identité en fait. Et donc oui, ça a fait pas mal de dégâts sur le long terme, oui. Ouais, d'accord. Et donc, continue de me raconter ton parcours médical et en même temps ton parcours de couple. Eh bien, donc c'est au bout d'un an, donc ouais, on n'avait plus du tout de rapport sexuel et puis en fait progressivement, enfin moi j'avais complètement lâché prise au niveau médical. En fait, à partir du moment où j'ai quitté la fameuse gynécologue qui m'avait dit cette ânerie, j'ai essayé je sais pas 5-6 gynécologues et à chaque fois ils me proposaient les fameux ovules là, donc j'ai abandonné. Et donc en fait progressivement mon couple il s'est enlisé arriva ce qui devait arriver, on s'est quitté. Alors c'était pas la seule raison, hein, il y avait d'autres raisons, mais en tout cas oui, notre couple s'est arrêté, donc on s'est quitté en janvier de 2010. Janvier 2010. Donc on avait quand même de 2008 à 2010, on avait tenu quand même un petit moment, hein. Mais ouais. Après, il fallait que ça s'arrête parce que de toute façon, on n'était que dans la souffrance tous les deux, quoi. Et donc suite à ça, moi je me suis retrouvée célibataire et mais avec toujours ces douleurs gynécologiques. Donc c'était horrible parce que j'avais d'un coup, une fois que j'ai guéri de mon chagrin d'amour, j'avais à nouveau
de l'attirance pour les garçons. Je sortais énormément à l'époque parce que j'étais étudiante, donc forcément j'avais des crushs dans des soirées, j'avais des des petites étincelles, des choses comme ça. Mais sauf que comme j'avais cette épée de Damoclès qui me disait Salma, tu ne peux pas coucher avec ce garçon parce que tu vas souffrir un martyre et tu n'y arriveras pas. Et ben en fait ça flinguait. Ça a flingué toute ma vie amoureuse quoi, et j'en étais au point où je m'étais dit bon bah ok, j'aurai une vie de célibataire en mode moine, c'est pas grave. J'étais presque prête à accepter de ne plus jamais avoir oui d'accord, donc tu t'es dit je vais renoncer à toute vie de couple parce que de toute façon je serais pas en mesure d'accord, d'assumer, d'accepter ça et d'y arriver. En fait c'était inconciliable en fait. Ou alors, il fallait que je trouve la perle rare, le mec qui accepte de pas avoir de rapport sexuel. C'est pas jouable. Enfin, ça aurait pu m'arriver, mais bon, voilà. Donc j'en étais à un point où en fait. Effectivement, à la sortie d'un couvent, pourquoi pas. Pourquoi pas le fameux poids de la religion, il aurait pu être utile. C'est ça. Et donc comme j'étais incapable de m'empêcher d'avoir des flirts parce que c'était trop bien d'avoir un flirt dans une soirée quand tu tombes sur un mec qui est trop beau, et ben en fait je me contentais du bisou à la fin de la soirée et puis c'est tout. Et puis il y avait jamais de lendemain parce que les mecs me rappelaient pas, ou s'ils me rappelaient de toute façon je mettais un stop parce que je voulais pas avoir mal, donc je me contentais d'un petit flirt quoi. Voilà. Et c'était très triste, très très triste. Mais du coup, tu devais se sentir hyper mal psychologiquement de faire des rencontres et de te dire ben non, je vais sacrifier cette rencontre parce que c'est pas possible pour moi quoi. L'amour c'est pas possible pour moi. J'ai quelques regrets hein. J'ai eu des rencontres extraordinaires et oui, c'est bon. Tu devais être hyper triste en fait. C'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. C'était une période pas cool. Et ça a duré combien de temps cette période-là ? Ça a duré bien 1 an de plus. Et en fait, un soir, justement, j'étais à une soirée avec des copines et une de mes amies se met à parler de ses problèmes gynécologiques. Et elle me dit, elle me sort le mot qu'elle a une vulvogynnite, quelque chose comme ça. J'ai plus le terme exact, mais c'est un truc comme ça. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle fait c'est simple, je peux pas avoir de rapport sexuel. En tout cas là ça va mieux grâce à ma gynécologue, mais je pouvais jusqu'à peu pas avoir de rapport sexuel parce que j'avais trop mal au moment de la pénétration. Et là je suis tombée des nues, littéralement tombée des nues parce que je fais mais putain mais c'est exactement ce que j'ai en fait. Et je ne suis pas la seule au monde à avoir ça. D'autres femmes ont ça. Ouais. Et en plus, il faut rappeler que qu'on est en 2010-2011. À l'époque, il n'y a pas Internet de façon automatique. Aujourd'hui, t'as une question, tu poses la question à Doctolib, Docteur Simo, pardon. Mais à l'époque, j'avais un problème, je savais pas, on trouvait pas les réponses. Et donc, on pouvait pas tomber sur des forums de nanas sur Internet. Ouais, t'avais pas essayé d'aller chercher sur des forums, voir si quelqu'un d'autre avait ça. C'était pas quelque chose qui était dans tes automatismes, en fait, ouais. Non. Internet, franchement, 2010, j'avais pas Internet sur mon téléphone. J'avais Internet à la maison, mais franchement, c'était que pour le boulot, quoi. Pour l'école, quoi. Donc, non, je me sentais très seule. Donc ça a été la révolution d'entendre ça, quoi. Voilà, d'un coup, je me suis rendu compte que, non, même dans mon entourage, il y avait quelqu'un qui était concerné. Et en fait, même après, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nanas qui avaient des problèmes. Alors, c'est pour des raisons diverses, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont concernées par ça, en fait. Et personne n'en parle. Ouais, c'est vrai que c'est très difficile d'aborder le sujet de la sexualité et je le disais tout à l'heure sur le ton de la blague, mais en fait c'est vrai, c'est souvent le sujet vient sur le tapis après un verre ou deux parce que on se désinhibe un petit peu, on arrive un peu plus à en parler et c'est là qu'on se confie et qu'en fait on peut faire part de
de nos problèmes, ou même sans que ça soit des problèmes, juste échanger pour savoir, moi j'aime bien ça, moi j'aime pas ça, moi il s'est passé ça avec ce mec-là, est-ce que toi aussi? Et en fait, parce que je pense qu'on est très nombreuses à s'être posé la question à un moment, est-ce que je suis normale par rapport à tel ou tel truc que j'aime ou que j'aime pas? Et en fait, on n'en sait rien parce qu'on reste enfermé dans notre petite bulle sans partager. Et alors que c'est tellement important parce que effectivement la sexualité c'est un point très important de notre vie, alors pas chez tout le monde mais chez la plupart en tout cas des femmes que je connais, c'est quand même quelque chose d'important et on est capable de partager sur des tas de sujets hyper précis, comment on s'est épilé le maillot, je sais pas quoi machin, mais la sexualité on a encore du mal et encore une fois, c'est trop chouette que du coup tu t'acceptes toi d'en parler là. Et il faut plus en parler, les filles, lors de vos prochains dîners entre copines. Parlez de cul. Parlez de vos problèmes. Parler de vos problèmes gynécologiques, non mais c'est vrai quoi, on n'en parle pas assez. Ouais. Non mais je suis trop d'accord avec toi et c'est vrai que moi les premières fois que à un dîner ou à une soirée ou à quoi le sujet est venu sur le tapis, j'ai senti une espèce de libération en fait, de me dire mais ça fait tellement du bien d'en parler mais on n'en parle jamais. Enfin, c'est trop important quoi. C'est trop important. Donc je suis d'accord avec toi. Donc vas-y, je t'écoute pour la suite de l'histoire. Pardon pour cet aparté. Oh, t'inquiète. Donc, je suis allée voir la gynécologue de mon amie. Elle m'a donné les coordonnées et direct le lendemain, je l'ai appelée. Parce que s'il y a une gynécologue miraculeuse qui soigne ses douleurs, il faut l'appeler. Hein. Donc, je vais la voir et bon, il se trouve c'est aussi ça, en fait, mon problème. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. C'est que donc, j'étais étudiante et donc, j'avais pas d'argent. Et donc, je prenais toujours les médecins les moins chers. Donc dans les dispensaires, les choses comme ça. Donc franchement, c'est une catastrophe. Hein, faut bien le dire. C'est l'abattoir. On y va les unes après les autres et ils prennent pas le temps. Donc, et au moins j'étais sûre d'être remboursée à 100%. Mais donc j'avais un service déplorable quoi. Et c'est aussi pour ça que je pense que mon problème a mis autant de temps à être réglé parce que voilà, j'allais voir des gynécologues nuls. Et là en fait, la gynécologue que je suis allée voir, elle était beaucoup plus chère. C'était une gynécologue dans le 8e arrondissement de Paris. Elle était à 85 €, donc il y avait une grosse part qui n'était pas remboursée. Mais je m'étais dit, là, je suis à un niveau, il le faut. Voilà. Donc, je vais la voir, je lui parle de mon problème et des réponses apportées jusqu'alors par les autres professionnels de santé que j'avais vus jusqu'à maintenant. Donc, les fameux ovules. Et là, elle tombe des nues. Elle me dit, mais c'est n'importe quoi, personne n'a pensé à vous faire une analyse bactériologique. Et moi, je fais, je sais même pas ce que c'est, en fait, personne m'a dit le mot, ce terme. Mais le truc le plus basique, en fait, c'est le seul élément qui permet de poser un diagnostic médical. Ah, d'accord. Et elle m'ausculte et elle voit que j'ai des pertes blanches assez épaisses et que c'est assez rouge et donc il y a sans doute un problème, mais que de toute façon il va y avoir une analyse bactériologique qui viendra poser le problème. Et elle me dit cette phrase qui du coup m'a fait un bien fou. Elle me dit, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans votre tête et c'est peut-être aussi dans votre tête, mais c'est pas que. Et je suis sortie de son cabinet en pleurant. Ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, parce que ça faisait juste 3 ans, en fait, que je vivais en silence cette douleur, en étant persuadée que c'était moi qui avais un problème, quoi. Et que c'était psychologique, je veux dire. Et là, d'un coup, on me dit, non, visiblement, il y a un problème autre que psychologique, et que et en plus, elle m'avait dit, même si c'est psychologique, il y a des solutions auxquelles on peut apporter, parce que notamment si c'est du vaginisme, il peut y avoir une éducation périnéale pour relaxer le périnée, des choses comme ça. Mais en tout cas, faut pas rester dans cette situation-là. Ouais. Donc pour une fois, j'avais quelqu'un qui prenait au sérieux en fait mon problème. Ouais, qui considérait que c'était important, quoi. C'est ça, qui me disait pas juste il faut vous détendre, mademoiselle, quoi. Ouais. Ça a dû te faire, un bien fou et t'as dû te sentir genre prise dans les bras, tu vois. Oui, vraiment, vraiment. Ça m'a enlevé un poids, en fait. Vraiment un gros poids de mes épaules. Ouais. Et donc, comment s'est passé cet examen bactériologique ? C'est quoi ? C'est comme un frottis, en fait ?
Oui, oui, c'est pareil, sauf que en fait, elle teste pas les mêmes éléments. En fait, en gros, dans le frottis, il teste vraiment certaines bactéries et microbes et virus, et l'examen bactériologique, il teste une pléthore de bactéries. On analyse l'état de ta flore vaginale, quoi. Exactement, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Et ben, j'ai eu les résultats, je n'ai rien compris. Dans la demi-journée, elle m'a rappelé en catastrophe en me disant qu'il fallait absolument que je vienne en urgence dans son cabinet parce qu'en fait, ma flore vaginale était complètement détruite et j'étais colonisée par plein de bactéries très méchantes. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc mon ex n'était pas vierge quand quand on l'a fait pour la première fois. On avait fait les tests de VIH, etc., mais on fait quelques tests. On teste pas les IST, on teste les MST. Et en fait, il avait il avait des IST. Je sais pas lesquels, mais en tout cas, il avait des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, et qui n'ont pas été soignées, et qui donc ont invité des copines, et toutes ces bactéries ont fait une super teuf pendant 3 ans dans mon vagin. Et donc, il ne me restait plus rien à part des méchantes bactéries. Et donc, en fait, et c'est même plutôt grave parce que, justement, il y avait possibilité, des risques sur le long terme avec le cancer du col de l'utérus, etc. Enfin, je me rappelle plus le nom des bactéries, mais en tout cas, c'était assez violent. Et toi, pendant 3 ans, à part les difficultés, les douleurs en termes de pénétration dans la sexualité, t'avais pas eu d'autres symptômes? Bah, un petit peu, mais en fait, le truc, c'est que la douleur était devenue normale dans mon quotidien. En fait, je me rendais même plus compte que j'avais mal. Mais oui, après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des pertes vaginales un peu bizarres. J'avais parfois, de temps en temps, des brûlures au niveau du vagin quand je me baissais, en fait, je me rendais même plus compte. C'est-à-dire que j'avais vraiment complètement intégré la douleur dans mon quotidien. Tu mettais pas de tampon, bien sûr? Non. Ouais. Et puis, c'est pas comme si tu avais eu aussi un élément de comparaison avec 5 ans pendant lesquels tout allait bien. Exactement. Au niveau de ta flore vaginale, une fois que tu avais pris connaissance de cette zone-là de ton corps, et puis après, d'un coup, les choses se détériorent. Pour toi, c'était ta normalité, en fait. C'est ça. Comme en fait, j'ai commencé ma vie sexuelle avec des douleurs, même s'il y a eu ce laps de temps de 3 semaines que j'avais complètement occulté à cette époque-là. Et c'est comme si en fait, oui, c'est comme si j'avais toujours eu mal en fait. Comme si c'est ma vie de femme, c'est avoir mal à cet endroit-là. Voilà. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait comme effet quand elle t'a posé ce diagnostic? D'ailleurs, ça s'appelle comment? J'avais cette fameuse vulvogynnite et puis après le reste, il y a pas vraiment de mots parce que c'était juste que j'étais, c'est comme si j'avais plein de maladies en fait, plein de plein d'infections différentes. Donc il y avait pas un terme, en tout cas elle m'en a pas posé. Elle m'a juste dit il va falloir soigner tout ça parce que vous pouvez pas continuer à vivre avec cette flore vaginale là quoi. Et donc, quel effet ça t'a fait, toi, d'entendre ça, d'entendre qu'il y avait vraiment une maladie et donc une solution pour la guérir? Ça m'a soulagée. Hein. Ça a changé, ça a tout changé en fait. C'est que d'un coup, je me suis rendu compte que c'était pas de ma faute et que c'était même pire, que c'était la faute de mon ancien amoureux. Donc j'étais un peu en colère, mais c'est une autre histoire. Et puis ouais, j'étais soulagée et puis j'étais surtout soulagée de me dire que ça voulait dire que j'allais être guérie, qu'il y avait une possibilité de un jour connaître autre chose en fait. Ouais, c'était t'ouvrais la porte vers le nouveau monde quoi. C'est ça. Le monde de la normale en fait, en somme. Ouais. Et comment du coup t'as soigné ça? Alors c'était un protocole de soins très lourd. En fait, en gros, j'ai mis 1 an et demi à guérir. D'accord. Parce que j'avais donc ça a commencé. Donc elle m'a dit interdiction d'avoir des rapports sexuels pendant 6 mois. Donc de toute façon, vu l'état dans lequel j'étais physiquement, c'était pas là que j'allais me mettre à avoir des rapports sexuels. Donc ok. Et donc j'avais des antibiotiques à prendre pendant 3 mois.
il fallait pas que je prenne le soleil pendant ces antibiotiques. Et en même temps, j'avais un ovule qui n'était pas un ovule pour la mycose, je précise, mais un ovule pour ces trucs-là, à prendre tous les soirs, et des gélules qui ressemblent à des gélules de Doliprane, mais c'est des trucs que tu mets dans ton vagin, à mettre dans ton vagin le matin et le soir. Et ça, j'avais ça pendant 6 mois, les gélules et l'ovule. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu ce traitement pendant 6 mois, ça allait mieux, j'avais j'avais plus de douleur, mais sauf que après j'ai eu mes règles et c'est reparti. Et donc on est reparti sur un nouveau 6 mois de protocole de soins intégral. Et après en fait au total j'ai mis 1 an et demi à ce que vraiment il y ait plus de récidive, plus de rechute, plus rien. Mais ça a été assez long. Ouais. D'accord. Et à quel moment t'as redécouvert du coup ta sexualité d'une autre manière? Alors je m'en rappelle parce qu'en plus j'avais appelé une copine juste après le lendemain ou je sais plus. Ta deuxième première fois en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça faisait donc 1 an, j'avais eu les 1 an et demi de soins et ça faisait donc 2 ans là que ça faisait 6 mois que j'avais plus de traitement. Voilà, c'est ça. Ça faisait 6 mois que j'avais plus de traitement. Et donc j'avais recommencé à avoir des flirts, des choses comme ça. Et je rencontre un gars et bon bah voilà, on fait notre petite affaire. Et je n'ai pas mal. C'était juste révolutionnaire en fait. C'était juste en fait ne pas avoir mal. C'était improbable en fait. C'est comme si d'un coup je découvrais que en fait on peut ne rien sentir du tout en fait. Le problème inversé, tu sais, de ces femmes qui disent qu'elles ne ressentent rien. D'un coup je fais mais en fait vous savez pas mais c'est juste génial de rien sentir. Le plaisir on verra après. Pour l'instant je veux juste ne rien sentir. Juste ne rien sentir, juste ça va. Ouais. Voilà, donc ouais, c'était. Et t'appréhendais pas énormément du coup pour ce premier rapport? Si, j'appréhendais, mais je crois que je m'étais dit, allez ma fille, faut y aller quoi. Là c'est bon, t'es censée être guérie, faut y aller, voilà, hein, on va pas se laisser abattre. J'avais 22, 23 ans, je m'étais dit allez meuf, il faut y aller quoi. Ouais, je vais pas condamner ma vie sexuelle si jeune quoi. C'est ça. Et par la suite, est-ce que t'es passée de ne rien sentir à réussir à t'approprier ton corps et ton plaisir? Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une appréhension qui s'est installée quand même sur le long terme aussi. Parce que en fait, j'avais de temps en temps des récidives et pas très graves, hein, où je devais juste prendre des petites gélules de probiotiques, enfin des trucs comme ça. Mais donc ça m'arrivait parfois d'avoir mal. Et donc j'ai commencé à faire, je pense, alors là j'ai pas posé de diagnostic avec quelqu'un, mais je pense que j'ai fait un peu de vaginisme pendant une période de ma vie parce que j'avais peur d'avoir mal comme avant. Et donc du coup forcément comme je faisais un peu de vaginisme, j'avais mal. Est-ce que tu peux toi me dire en gros ce que t'en comprends du vaginisme pour juste les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler? Alors pour moi le vaginisme c'est en fait ton corps qui réagit à ce que tu as dans ta tête. Je pense que toutes les femmes peuvent faire à un moment dans leur vie un peu de vaginisme si elles sont stressées ou pour des raisons diverses, et en fait ça c'est le périnée qui est trop serré en fait et qui empêche du coup l'entrée. Ouais, donc du coup quand on force en essayant de faire rentrer un pénis ou autre chose, voilà, du coup ça fait mal quoi. Et ils n'arrivent pas à détendre le périnée qui referme tout le vagin comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a compris la même chose. Et donc du coup, t'avais des moments où t'avais des rechutes, donc forcément à chaque rapport, tu savais pas si ça allait être un moment où t'allais avoir mal ou un moment où t'allais pas avoir mal. Donc finalement, ça a été compliqué de trouver une sexualité épanouie. C'est ça. Oui. Et puis en plus, comme je te disais tout à l'heure, mon identité sexuelle et de femme et tout ça avait été construite pendant de nombreuses années par rapport à ça. Donc c'était vachement difficile. Ça a été très difficile de déconstruire ça en fait. Comme j'avais assimilé complètement la douleur pendant quand même plus de 3 ans,
en fait, se retrouver du jour au lendemain en disant non, c'est bon, Selma, tout va bien, tu n'as plus mal, tu n'as plus de raison d'avoir mal. Ouais. Sauf que mon cerveau, il avait assimilé, enfin, pour lui, si, je devais continuer à avoir mal. Il y avait des empreintes en fait de la douleur. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que j'ai eu un long moment, c'est ça, des empreintes. Enfin, le souvenir en fait, le souvenir neurologique de cette douleur en fait, je pense. Ouais, et puis quelque chose qui avait été pour toi douloureux, traumatique, un énorme problème, un énorme tabou dans ta vie, ce sujet-là qu'est la sexualité, qui n'avait été que problème et douleur, le faire passer du jour au lendemain à fun, décontracté, plaisir, enfin c'est pas évident quoi. Non. Ouais. Et tu dirais qu'aujourd'hui tu y es parvenue? Oui, en fait, après je suis tombée amoureuse donc de mon amoureux actuel et en fait on a appris ensemble. Il a pris le temps avec moi et de me faire redécouvrir mon corps en fait. Et donc j'ai redécouvert, j'ai découvert ma sexualité avec par le biais avec mon couple quoi. Et t'as pu lui en parler sans aucune difficulté et il a accueilli tout ce que tu lui as raconté? Oui, ça a jamais été. De toute façon, ça n'a plus jamais été un sujet tabou à partir du moment où j'ai commencé à en parler. Donc oui, j'en ai parlé quasiment tout de suite avec lui. Et aujourd'hui, j'ai plus aucune douleur et j'ai une vie sexuelle épanouie, normale, voilà. T'as plus d'appréhension? Non, j'ai plus du tout d'appréhension. C'est terminé. C'est vraiment derrière moi maintenant. Et est-ce que depuis, t'as entendu d'autres témoignages de femmes à qui c'était arrivé de la même manière qu'à toi? Non. Pas avec ces histoires d'IST, etc. Non. Oui. Non, Alors que ça arrive certainement beaucoup, donc c'est encore un petit quoi. Des jeunes femmes qui sont pas soignées correctement, oui, il doit y en avoir beaucoup, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne, par exemple, qui nous écoute et qui souffre lors des rapports sexuels, alors que ça soit du vaginisme ou la même chose que toi t'as eu, mais en tout cas, peu importe, qui rencontre des douleurs au niveau sexuel et qui se dit je suis bonne à rien, je peux même pas satisfaire mon partenaire, je m'en sortirai jamais, enfin, qui est vraiment au fond du puits, tu vois. Qu'est-ce que tu voudrais dire, quel message tu voudrais faire passer? Il ne faut pas culpabiliser et il faut en parler. Et si c'est du vaginisme, il y a l'éducation périnéale qui peut régler le problème, en tout cas beaucoup aider. Je connais des femmes qui en ont fait et ça leur a sauvé leur vie sexuelle. Si c'est médical, il faut en parler de toute façon parce qu'on peut pas vivre avec un problème médical, c'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que ce soit tabou. Voilà, c'était l'erreur que j'ai faite, c'était d'en faire un tabou. Or, ce n'est pas tabou. Et c'est pas normal d'avoir mal si on a mal. Et ce n'est pas normal d'avoir mal. Lors de la pénétration comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut creuser ça. Et on a toutes et tous droit à une vie sexuelle épanouie. Et voilà, faut pas rester dans ce cercle en fait infernal où du coup t'appréhendes la sexualité et tu t'en prives quoi. C'est ça. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Selma. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Je te remercie. Merci beaucoup, encore une fois, pour ton témoignage. Très à cœur ouvert, très intime. C'est chouette que tu sois, que tu aies accepté de parler de tout ça. Merci infiniment et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.